Oui, la succession dans l'entreprise familiale, hein, je traite de l'entreprise familiale, traduit ce que j'appelle une situation paradoxale. Sans doute que jamais autant qu'à ce moment-là, le désir de pérennité n'a été aussi intense. Et pour autant, jamais comme à cet instant, le risque de disparaître n'a été aussi fort. Dans la vie de l'entreprise familiale, la succession est de façon plus générale ce que j'appelle la transition générationnelle, est un instant clé pour sa pérennité. Véritable talon d'Achille de ces entreprises, elle constitue une véritable épreuve à surmonter et à réussir, dans la mesure où cette succession, dans la plupart des cas, n'est pas organisée. Et il faut éviter de croire que ça concerne uniquement les petites ou moyennes entreprises. Regardez le cas Michelin. Du jour au lendemain, beaucoup de choses auraient pu être remises en cause. Alors pourquoi une telle fragilité ? Parce qu'à ce moment-là, les différents acteurs en présence, c'est-à-dire tout à la fois les acteurs du sous-système famille, les consanguins, notamment l'actionnariat de sang, ce que j'appelle l'actionnariat de sang, mais aussi les pièces rapportées. Et de façon générale, l'ensemble des stakeholders, c'est-à-dire les parties prenantes du système entreprise, les clients, les fournisseurs, les salariés, etc., vont se positionner en exprimant des comportements générateurs de biais. Ces biais peuvent être tout à la fois cognitifs, émotionnels, individuels ou collectifs. Et ces biais vont engendrer des coûts qui accroissent le risque spécifique inhérent à l'entreprise familiale et peuvent conduire ainsi à sa disparition. Alors, pour moi, l'entreprise familiale constitue le référentiel par excellence dans lequel ressortent clairement les limites d'une approche rationnelle, au sens de la théorie classique, de la décision, du comportement et du fonctionnement des organisations. Tant son mode... Pourquoi ? Parce qu'on fonctionne sur un mode essentiellement émotionnel et affectif. Et je dirais que ces liens affectifs et émotionnels constituent la force primaire et le point central de la vie organisationnelle, formant ainsi les déterminants essentiels de la structure et du comportement organisationnel de l'entreprise familiale. Et là encore, si j'insiste sur le côté biais, n'oublions pas que ces liens sont aussi une force dans la mesure où ils sont à l'origine de ce que l'on appelle le familyness, c'est-à-dire ce capital social qui procure si souvent un avantage comparatif et un avantage compétitif, si vous voulez, pour cette catégorie d'entreprise. Alors pour moi, appréhender la succession exclusivement sous l'angle rationnel présente un intérêt mineur tant les facteurs psychologiques y occupent une place considérable et font d'elle une opération chargée d'émotions. Autrement dit, il faut prendre explicitement en compte les préférences individuelles des différents acteurs afin de déceler les biais comportementaux qu'ils peuvent engendrer lors de la succession dans l'entreprise familiale. Et il faut les prendre pour assurer une bonne gouvernance. Et celle-ci passe à mes yeux notamment par la production d'une intégration organisationnelle
et générationnelle dans le cadre de la rédaction d'une charte familiale. Alors, je vais m'attarder sur cet aspect pour parler un peu de cet outil qui reste encore un peu méconnu, mais qui, je pense, a un rôle essentiel à jouer dans le cadre de la bonne gouvernance des entreprises familiales. La charte familiale, je dirais, a pour objet de formaliser et de clarifier les valeurs et les grands principes de fonctionnement de la famille en interne et vis-à-vis de l'entreprise dont elle est actionnaire. Elle est importante précisément pour pallier les difficultés liées à la succession et de façon plus générale au changement générationnel. Elle va inscrire la succession comme un acte de gestion prévisionnelle. Elle est avant tout et surtout un processus mis en œuvre pour son élaboration. Ce qui est intéressant à mes yeux, c'est le processus d'élaboration. C'est un outil donc au service de la bonne gouvernance de l'entreprise familiale. Et pourquoi? Parce qu'elle va ainsi affirmer la dimension informelle et relationnelle comme outil de gouvernance comportementale. La charte, nous avons en France un certain nombre d'entreprises qui ont des chartes familiales. Je crois que la plus connue et la plus exemplaire, c'est celle de Auchan, c'est celle de la famille Mullier. La charte est un document cadre qui formalise donc et clarifie les valeurs, je l'ai dit, et les grands principes de fonctionnement de la famille. Et je dirais, si vous voulez, que ce qui est intéressant, c'est que la charte est avant tout et surtout un processus de communication intrafamiliale. Ce n'est pas le document lui-même qui me paraît le plus important, comme je vous l'ai dit, mais c'est le processus qui a conduit à son élaboration. Et c'est là où on comprend bien que cette élaboration doit s'inscrire dans le temps et doit être donc longuement prévue à l'avance. C'est un commencement, pas une fin. Une fois signé, il est nécessaire de maintenir et de développer cette nouvelle culture intrafamiliale qui doit régir pour toujours les relations entre la famille et l'entreprise, et en utilisant ce qu'est l'outil essentiel de la bonne gouvernance de l'entreprise familiale, c'est le conseil de famille. C'est le conseil de famille, vous voyez. La charte familiale est un exercice pour moi d'autorégulation. Personne ne peut imposer à la famille l'obligation de l'établir. C'est la famille qui doit décider librement de l'élaborer pour favoriser et imposer le changement générationnel. C'est un document prévisionnel, comme j'insiste beaucoup là-dessus. Gérer, c'est prévoir, disait Henri Fayol déjà au début du XXe siècle, qui doit fixer les futures règles dans les relations famille-entreprise, ce qui implique d'anticiper les situations qui pourront se produire dans le futur et fournir les solutions lorsqu'elles se produiront. C'est un document cadre, mais non standardisé. Cette charte familiale doit être élaborée dans chaque cas de façon individuelle. Et même s'il y a un certain nombre d'éléments communs que l'on retrouve dans toutes les chartes, les solutions qui sont apportées aux entreprises ne sont pas forcément identiques dans tous les cas. Elles sont spécifiques à chaque famille. Et je dirais que la charte familiale doit coller à l'histoire de la famille. Et les réunions familiales
sont le véhicule pour établir ces principes. Ce qui fait à mes yeux la force... Alors j'allais le dire, ça vient. Ça fait partie de mes dernières observations. Ce qui fait à mes yeux la force de la charte familiale, c'est qu'en aucun cas elle a une valeur juridique. C'est justement parce qu'elle a une valeur morale. Et que lorsqu'on a signé, c'est un engagement très fort. Nul ne peut, à l'avenir, se dédouaner. Justement, la question essentielle, dans le cadre de la bonne gouvernance, eh bien, le pilotage, pour reprendre l'expression de Bernard, de conseil de famille, car j'ai bien dit tout à l'heure que la charte familiale devait être établie par le conseil de famille. Alors d'abord, je dirais qui ne doit pas. C'est certainement le dirigeant en exercice. Car il ne peut à la fois diriger, souvent présider le conseil d'administration, organe formel de gouvernance, et présider le conseil de famille. Surtout si, comme je l'ai expliqué, le passé fait qu'il y ait un certain nombre de conflits inhérents entre les différentes branches des familles. Je crois que c'est quelqu'un qui doit être reconnu légitime par la majorité du groupe familial. L'aïeul, le fondateur, si nous sommes à la seconde génération, car pour moi, on est entreprise familiale qu'à la seconde génération. On est affaire de famille ou entreprise à capitaux familiaux lors de la première génération. C'est l'acte fort de la transition qui confère le caractère d'entreprise familiale. Donc le fondateur a légitimité pour présider le conseil de famille, ou un aïeul, en tout cas quelqu'un qui est reconnu par le groupe. Il y a une question fondamentale. La famille, quel est le périmètre? Éviter d'exclure. S'il y a plusieurs générations, choisir un ou deux représentants par génération. Certainement que les pièces rapportées doivent être présentes. Bien sûr, l'actionnariat de sang. Éviter d'exclure, parce que si on exclut, on va à l'encontre des principes, justement, que cherche à régler cette charte familiale. Vous voyez, la dimension comportementale et les aspects psychologiques apportent une contribution essentielle à la bonne connaissance de la gouvernance des entreprises familiales. Pour moi, et j'ai terminé, la succession, moi qui suis professeur de finance, j'enseigne les montages financiers, je les mets même en application, en pratique, comme le family buyout, tous les montages que l'on peut faire aujourd'hui pour régler la succession. Mais l'aspect le plus important pour moi n'est pas la dimension juridique ou financière, je crois que c'est la dimension psychologique. Vous savez, souvenez-vous de certaines, je dirais, vous savez, je parle souvent des Atrides à propos des entreprises familiales. Bouygues, les Sirot-Tesser, Gallimard, on voit le rôle des conflits et des excès d'émotions qui conduisent souvent à... On a bien vu que Tesser a été racheté suite, si vous voulez, à une guerre interne fratricide. Ça a été vrai chez Gallimard, c'est vrai ailleurs. Ça a été vrai dans une entreprise que je connais bien, je terminerai par là, qui a été rachetée par un grand groupe que tout le monde connaît, qui était Château Yquem.